Bonsoir. Simplement quelques mots pour introduire cette soirée. Vous rappelez qu'elle s'inscrit dans le cadre de la résidence Wajdi Mouawad organisée par l'Université de Strasbourg, qui est représentée ce soir par le premier vice-président Michel Demeken et le vice-président Sciences et Société Mathieu Schneider. Je les remercie pour leur présence. L'Université de Strasbourg a à cœur, depuis quelques années, d'organiser des résidences d'artistes qui permettent à des figures majeures de l'art contemporain de venir confronter leur travail à la communauté universitaire. On a accueilli ces dernières années Michael Haneke, Abbas Kiarostami, Werner Herzog. Cette année, on a eu le privilège, le plaisir aussi, très grand, d'accueillir Wajdi Mouawad. Le programme de la résidence s'étend de février à mai. Vous avez peut-être assisté aux rencontres, aux disputes qui ont eu lieu avec Wajdi Mouawad la semaine dernière. Il y a eu aussi des projections de films programmées par lui dans le cadre d'une carte blanche. Il y a encore d'autres événements à venir. Je vous signale notamment une journée d'études sur la question des émotions sur la scène contemporaine qui aura lieu au mois de mai, en parallèle aux représentations d'incendie dans la mise en scène de Stanislas Nordet. Cette résidence d'écriture portée par l'Université de Strasbourg a été mise en place avec le soutien dès le début du Théâtre national de Strasbourg, que je remercie très vivement. Il y a 3 personnes que je souhaite remercier nommément: Stanislas Nordet, son directeur, Briac Jumelé, le secrétaire général, et puis également Frédéric Vossier, conseiller artistique et pédagogique. Tous 3 nous ont accompagnés dans le montage de cet événement dès le début, et c'était très important de les avoir à notre côté. Voilà, je vais maintenant me taire pour leur laisser la parole. Simplement quelques mots sur le dispositif de cette soirée. Quand Wajdi Mouawad est venu la première fois nous rencontrer au mois de janvier, il nous a dit qu'il voulait bien participer aux disputes, aux rencontres que j'ai animées, où je l'interrogeais, et qu'il avait envie qu'à un moment on puisse renverser le dispositif et que ce soit lui qui interroge. Et de là est venue cette idée d'une conversation avec Stanislas Nordet. Donc ce soir, c'est Wajdi Mouawad qui pose les questions à Stanislas Nordet. Je souhaite à tous une excellente soirée. Eh bien, bonsoir. C'est vraiment une joie immense pour moi d'être dans le théâtre de Stanislas, parce que être dans le théâtre d'un ami, c'est doubler d'être dans le théâtre d'un artiste qu'on admire aussi. On est souvent dans le théâtre des artistes, mais quand on a aussi la possibilité d'être dans le théâtre d'un ami, alors là, l'émotion est très grande. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu, donc en effet, je vais profiter de la soirée pour lui poser des questions. Donc j'espère que ces questions que je vais lui poser seront intéressantes aussi pour vous qui allez écouter. Il faut dire que derrière ce dispositif, il y a quelque chose qui pour moi est très intime, dont je vais vous parler, parce que ce dispositif parle aussi beaucoup de moi. Au Liban, la notion d'hospitalité est nécessairement, passe depuis très longtemps par le dispositif de l'envahissement. Le Liban est un pays qui a toujours perdu, toujours. Il n'a jamais gagné une guerre. Il a toujours été envahi. Il a toujours été conquis. Toujours. On a eu tout le monde. Étant donné la situation géographique, vous voyez, pour ceux qui ne savent pas où se trouve le Liban, il est à cette jonction entre l'Afrique et l'Europe et l'Asie. C'est-à-dire, il est sur cette côte méditerranéenne qui fait face à l'Espagne, ce croissant fertile, ces montagnes. Aujourd'hui, vous avez la Syrie qui fait le nord de cette côte, il y a le Liban, il y a Israël et les territoires palestiniens, et puis ensuite arrive comme ça la courbe égyptienne. Donc, vous voyez, c'était un lieu de passage. Alors nous avons eu tout le monde, les Égyptiens, les Mamelouks, les Ottomans, tout le monde. Et ça a fini par développer une chose très importante dans la mentalité de ce peuple, dont je suis une des extrémités, puisque je suis là aujourd'hui, c'est celle de l'accueil. Et dans l'idée qu'il y a une manière de gagner
qui consiste à perdre. Parce que tous ces envahisseurs qui sont passés, eh bien, ils ont toujours laissé quelque chose. Ils ont tout pris. À chaque fois, ils ont brûlé les villes, ils ont tout pris, ils ont pris les richesses, ils ont pris le blé, ils ont tout pris, mais ils ont toujours laissé quelque chose. Ils ont laissé des mots, ils ont laissé des structures linguistiques, ils ont laissé des habits, une manière de s'habiller, ils ont laissé des architectures, ils ont laissé des cultures, ils ont laissé une manière de manger, des cuisines, et aujourd'hui le Liban est fait de tout ça. De telle sorte que si vous allez aujourd'hui au Liban, et que par hasard vous êtes invité par quelqu'un dans la rue qui vous croise, tout simplement parce qu'au Liban on regarde beaucoup dans les yeux, et si par exemple dans les rues de Beyrouth, vous êtes comme ça alpagué par quelqu'un tout simplement parce qu'il reconnaît en vous l'étranger, au Liban on aime beaucoup les étrangers, c'est vrai, et vous voyant en étranger, il vous dit « venez prendre le café à la maison ». Si vous refusez par politesse, parce qu'en Occident, on a plutôt tendance à avoir peur de profiter des gens, si vous refusez, vous allez être taxé de mesquin, d'avare. On va dire, tiens, il manque de générosité, celui-là. Pourquoi ? C'est parce que l'étranger, c'est celui qui va venir dans ma maison, à qui je vais donner tout, les cigarettes, les gâteaux, la salade, tout. Je vais lui donner tout, mais toujours dans l'espoir qu'il va laisser quelque chose de lui, une histoire, une anecdote, un récit, un mot, une phrase, un moment, un instant. Et lorsque l'étranger arrive dans la maison, l'hospitalité veut qu'il a le droit de poser toutes les questions. Donc, dans cette structure, je fais de Stanislas donc un Libanais, puisque je suis cet étranger qui vient dans la maison et à qui je vais poser des questions. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas ne pas m'en poser s'il en a envie, bien sûr, mais le temps est court et j'ai beaucoup de questions à lui poser. L'autre défi que je me suis posé, c'est d'essayer de lui poser des questions que normalement on ne lui pose pas. C'est possible parce que les artistes ne vont pas nécessairement réfléchir de la manière avec laquelle réfléchirait un animateur, un journaliste ou quelqu'un en relations publiques. Il va penser autrement. Alors je vais essayer de penser en suivant très précisément ce fil de sincérité qui est en moi. La première question que je te pose, auquel tu peux répondre évidemment aussi longtemps que tu veux ou aussi courtement que tu veux, est la suivante. Le pays qui est le tien, la France, est engagé en ce moment dans d'autres pays. Il y a en ce moment des Français qui mènent une guerre quelque part, qui mènent une guerre que certains pensent injuste, que d'autres pensent juste. Ce qui l'amène justifie cela à travers l'idée de l'aide à la démocratie, d'aider le peuple opprimé. Donc nous sommes dans un pays en guerre. Partant de ce principe. Partant du principe que être en guerre peut se dire, cette phrase-là peut se dire de différentes manières. On peut être en guerre pour quelque chose, on peut être en guerre contre quelque chose, aux côtés de quelque chose. Est-ce que toi, tu serais capable de dire avec quoi, contre quoi, pourquoi tu es en guerre ? Quelle est la tienne ? Quand tu te lèves le matin, contre quoi tu as envie de te battre ou pourquoi tu as envie de te battre ? Oui, déjà, oui. Je crois que le moteur, peut-être même de ce que je fais là, sur le plateau de théâtre, le pourquoi je suis sur le plateau de théâtre, c'est parce que je suis en guerre. Enfin, en tout cas, cette chose-là, elle est assez claire, elle est assez sensible, tactile. Elle est... alors, il faut que je fasse un petit écart biographique. En fait, j'ai un chemin biographique qui fait que je suis bien né, comme on dit, dans des endroits qui étaient confortables. Et puis l'histoire de la vie et l'histoire de mes parents a fait qu'à un moment donné, il y a une fracture dans mon histoire et que socialement, je ne sais pas comment on appelle ça, le déclassement ou quelque chose comme ça. Donc j'ai eu cette chance
incroyable, parce que je l'intitule comme ça, de vivre mon enfance dans deux endroits absolument opposés de la société. Donc la question d'avoir tout et la question d'avoir rien, c'est quelque chose que j'ai pu expérimenter très très tôt et de manière assez spectaculaire, on va dire, sans rentrer dans le détail. Donc j'ai pu aller regarder ce que c'était que n'avoir rien, que voir ma mère avec rien du tout, vraiment rien. Donc à ce moment-là, ça a construit, je crois, un rapport au monde autre, et notamment quelque chose que j'ai jamais perdu, oublié, qui est cet écart gigantesque. Cet écart gigantesque, en fait, dans la société pour l'avoir expérimenté. Du coup, de ça est née une colère, on peut le nommer comme ça, qui a nourri tout mon chemin de vie et de travail, qui nourrit d'ailleurs aussi le pourquoi je suis là, pourquoi un jour, alors que je pourrais m'en dispenser, finalement, je me dis, tiens, le théâtre est un moyen diriger un théâtre, c'est un moyen de mener une de ces guerres dont tu parles. Et le mot de guerre, je pense qu'il n'est pas, il peut paraître fort, il peut paraître excessif, mais je crois qu'il ne l'est pas. C'est-à-dire que comment dire, la question d'être réduit à rien ou à presque rien, parce que certains vous y amènent, parce que certains ont tout et que d'autres n'ont rien, est une question qui, sur la chose de la culture ou de l'art, en tout cas, je me suis toujours dit que le moyen d'être en guerre et le moyen de pouvoir gagner certaines guerres, c'était par la question du savoir, par la question de la lecture, par la question de la littérature, et que j'ai cherché à me saisir de ça très tôt, et que la question du théâtre, pour moi, a toujours été liée à ça. La première fois que j'ai vraiment fait du théâtre, c'était à Saint-Denis, dans la banlieue parisienne, et c'était là aussi une forme de hasard, mais je me retrouvais face à je rencontrais à la fois des gens qui avaient tout culturellement et des gens qui n'avaient rien du tout, et il me semblait que la meilleure manière d'échapper à la barbarie, quelle qu'elle soit, c'était de lire, c'était de peindre, c'était d'emmener des gens voir ce qui s'était peint. Et peut-être j'ai tort, mais que je me suis toujours dit que le premier rempart contre la barbarie, c'était ça. Je pense que quand on a vu un jour dans sa vie une œuvre d'art et qu'on a été touché par ça, il y a quelque chose qui va faire après qu'on va forcément regarder l'autre ou les autres d'une manière qui éloignera pour un temps, en tout cas, la question de la barbarie. Donc la question de la guerre, alors je peux revenir je peux passer par toi aussi, parce que la rencontre avec toi était une rencontre qui invalidait ou validait certaines choses que moi j'avais traversées ou identifiées. C'est-à-dire comme toi, quand j'ai rencontré Wajdi, la question de la guerre réelle, celle qu'on appelle la vraie guerre. Alors est-ce qu'il y a des fausses guerres et des vraies guerres, était une question que je pouvais identifier, toucher directement. Un jour, Wajdi m'a dit, il y a un moment donné où j'avais le choix soit entre prendre une arme, soit prendre un stylo, et j'ai choisi de prendre le stylo. Donc ça, à la fois, c'était une rencontre importante, et ces mots-là étaient des mots très importants, parce que j'avais l'impression que je reconnaissais quelque chose de mon engagement dans l'art, que je comprenais comment on pouvait s'engager dans l'art, puisque ce choix-là était parfois indispensable. Dieudonné Nyanguna, qui est venu ici récemment, qui est venu jouer le kung-fu aussi, ça c'est une rencontre très importante pour moi aussi. D'abord parce qu'il m'a ramené dans le pays de mes origines, puisque ça ne se voit pas, mais une grande partie de ma famille est congolaise. Et donc, Dieudonné, j'étais artiste associé avec Dieudonné au Festival d'Avignon, et Dieudonné a lui vécu véritablement dans sa chair cette question-là, de manquer de mourir physiquement, et d'ensuite prendre le crayon, de prendre le stylo et de monter sur le plateau de théâtre. Donc la question des guerres,
c'est le moment où je l'ai vécu le plus physiquement parlant, parce que parfois on vit les choses physiquement, c'était dans l'église Saint-Bernard à Paris, au moment, vous savez, ce dont on parlait, les sans-papiers à Saint-Bernard, et on dormait avec ses familles, avec ses enfants dans cette église. Voilà, il n'y a rien de plus... C'est des symboles dérisoires et en même temps des symboles auxquels on croit finalement. On est dans cette église-là, on pense qu'on est protégé, que les gens sont protégés, qu'il y a une chose de sanctuaire. Et puis donc l'assaut avait été donné, je crois que c'était un dimanche matin, on avait tous des enfants dans les bras et on savait que physiquement, qu'au niveau de nos vies, on ne risquait rien. On était à Paris, au centre de Paris, on savait qu'il n'y aurait pas de bavure, et en même temps, ces haches qui défonçaient les portes de l'église, ces forces de l'ordre qui intervenaient, c'était forcément, on ne pouvait pas s'empêcher de décalquer cette chose-là, de se dire, tiens, si on était dans un autre pays, et cette expérience, on va dire, de la guerre déplacée, c'est peut-être le seul endroit où j'ai eu l'impression de la toucher. Après, je crois que si profondément en moi cette question-là de conquérir, parce que finalement dans guerre aussi, je crois qu'il y a ça, il y a pas seulement à se défendre, il y a conquérir, c'est-à-dire conquérir des territoires qui sont des territoires liés à l'art, à la littérature, à faire circuler la pensée, à faire circuler la parole, c'est mon moteur principal. Et ça l'a toujours été. Si je le perdais, je ne serais pas exactement qui je suis, je pense. En même temps, voilà, c'est un sentiment proche et très lointain, la question de la guerre. Et je crois en même temps, j'enseigne beaucoup, et quand je parle à mes étudiants en théâtre, je leur parle toujours de cette colère profonde. Je crois Ariane Mouchkine, elle dit quelque chose comme « on fait du théâtre parce qu'on ne veut pas abandonner quelque chose de l'enfance » ou quelque chose de cet endroit-là. Mais dans l'enfance, il y a toutes ces colères, toutes ces injustices, tout ce qui nous construit. Moi, je crois que c'est véritablement ça qui m'a... Alors, je ne sais pas si le mot guerre est trop grand, s'il n'est pas assez grand. C'est un mot qui fait peur, et en même temps, je le reconnais. Quand il y a la guerre, il y a de l'inquiétude. Moi, si tu veux, ces moments de guerre liés à des obus qui tombent ou des choses comme ça, j'ai vu mes parents être très inquiets. Inquiets parce que c'est très inquiétant. On ne sait pas où ça va tomber. Et dans cette période-là, ma question, elle est à deux endroits. Je pars toujours de cette idée-là, mais ça va m'amener à te poser des questions que tu peux métaphoriser, donc déménager, parce que métaphore veut dire déménagement, à ton sens, à ton goût. Quand il y avait ces guerres, on était, et quel que soit, c'est quelque chose que j'ai retrouvé un peu partout, les civils, je parle bien des civils, les gens qui ne sont pas ni des artistes, les gens là, les gens. On dit les gens, on ne sait pas de quoi on parle, mais enfin bon, les gens, les individus, les personnes, ma mère, bon, et les voisins et les voisines. On était, ce qui nous permettait de passer à travers, ce qui aidait, c'était les rosaires que nous faisions. C'était ma mère qui me disait, ouais, je dis, c'est à notre tour de faire le rosaire, va cueillir des fleurs pour la statue de la Sainte Vierge. Et j'étais très heureux, j'allais cueillir dans un champ des marguerites, des tulipes, des machins, et puis on revenait. Et avec ma sœur, nous disposions toutes ces fleurs avant que les gens arrivent. Et dans cet abri de fortune, les gens arrivaient, se mettaient en rond autour de la statue et faisaient le Notre Père et le Je vous salue Marie moult et moult fois. Et j'étais très fier de savoir que c'était moi qui avais cueilli les fleurs. Au cours de ces guerres, on a entendu beaucoup de choses liées à des statues qui ont bougé et qui ont sauvé des gens qui étaient dans des abris. L'obus est tombé, mais la statue a bougé. Et au moment d'éclater, les éclats d'obus se sont métamorphosés tous en pétales de rose et personne n'est mort. Des statues de Christ qui pleuraient, des gens qui sont revenus à la vie. Bref, toute une mythologie, toute une métaphysique, toute une spiritualité, toute une religiosité
qui, moi, d'une certaine façon, a fondé mon désir de raconter des histoires, a fondé chez moi l'émotion, a fondé chez moi la communauté, mais a fondé aussi chez moi l'impossibilité de vivre sans qu'il y ait une poésie. On peut l'appeler comme on veut, mais moi je l'appelle poésie, c'est-à-dire un autre, un ailleurs, un invisible qui devient visible. Entre ça et l'inquiétude, il y a un dialogue. Toi, qu'est-ce qui te fait, qu'est-ce qui t'inquiète aujourd'hui? Concrètement, qu'est-ce qui t'inquiète? Quelles sont tes inquiétudes aujourd'hui? Et puis, qu'est-ce qui te permet de tenir? Qui n'est pas de l'ordre du fondamentalement matériel, mettons. Oui, l'argent nous aide à tenir, la structure, le fait d'avoir des appuis de l'État pour pouvoir faire du théâtre, oui, bien sûr. Mais ce n'est pas de cet appui-là dont je parle. Je parle d'un appui plus profond. Est-ce qu'il y en a un? Et si oui, lequel? Et comment il dialogue avec ce qui t'inquiète, concrètement, ce qui t'inquiète quand tu te lèves le matin et que tu regardes le monde? L'inquiétude, l'intranquillité. Et qu'est-ce qui me fait tenir? Alors, moi, j'ai un rapport... Moi, ma mère ne me demandait pas de faire de rosaire. Du tout. Oui, je l'imagine mal. Oui. Du tout. Je ne suis pas très inquiet. Je ne suis pas un homme inquiet. Et qu'est-ce qui me fait tenir? J'ai un rapport, je crois... je vais reprendre un exemple qui prolonge ce que je disais tout à l'heure. Je n'ai pas tellement de rapport au mystère, à part peut-être au mystère de la poésie, de la littérature. Mais j'ai un certain nombre de certitudes, et notamment, je crois beaucoup en... Je sais pas quoi, j'ai vu beaucoup de gens modifiés par des rencontres humaines dont la vie a changé parce que tout d'un coup, on leur a mis un livre dans la main. Je sais la force de ce qu'on peut donner en tant qu'être humain, de comment est-ce qu'on peut... Je crois à la métamorphose de l'autre par ce qu'on peut lui donner et pas forcément parce qu'il va pouvoir aller chercher ailleurs. Je suis quelqu'un de fondamentalement, je crois, joyeux à l'intérieur. J'ai un rapport à la vie qui peut même faire que confronté à la mort de proches et à l'agonie de proches, j'arrive à pouvoir regarder ça avec une joie, c'est-à-dire de voir quelqu'un aller jusqu'au bout de son chemin de vie, même si c'est quelqu'un de très proche. J'ai développé, je ne sais pas comment d'ailleurs, je rebondis vraiment sur ta question, je ne suis pas très inquiet, et ça peut être inquiétant de ne pas être inquiet, parce que je crois à la force de ce qu'on peut faire, je crois à l'ici et maintenant, je sais qu'on peut faire, je sais qu'on peut changer l'autre, je sais qu'on peut parler à l'autre, je sais qu'on peut consoler l'autre, je sais qu'on peut aimer l'autre, je sais qu'on peut être aimé. Je ne sais pas comment dire, c'est-à-dire qu'il y a finalement un certain nombre d'expériences de vie que j'ai faites m'ont prouvé ou m'ont apporté qu'il était possible de donner et de recevoir et que ça pouvait être extrêmement simple. Alors, ça répond sans doute à qu'est-ce qui te fait tenir. Face à la difficulté, face à la mort, face à la maladie, j'arrive à voir, par exemple, la mort ne m'inquiète pas, je la trouve belle, j'ai toujours trouvé ça extrêmement beau,
peut-être parce que j'ai eu cette chance ou cette malchance de l'avoir d'extrêmement près auprès de pas mal de gens très proches. Et du coup, la regarder en face, voilà, c'est quelque chose qui peut être simple. Donc je ne sais pas, c'est un rapport, j'essaie de prolonger parce que tu as commencé par le rosaire, donc j'essaie de passer aussi par le rosaire. Et je crois que... alors par exemple, je vais dire quelque chose de très intime. Il y a quelques jours, là, je me suis aperçu que je n'avais plus peur, quand j'étais seul chez moi, des fantômes ou voilà, il fut un temps, pas si lointain, où quand j'entendais du bruit, je me cachais sous le drap, que je ne laissais pas dépasser les pieds et que je me disais ça va me sauver parce qu'il y a des entités diaboliques qui sont autour et que si je suis complètement sous le drap, même si j'étouffe, voilà, rien ne va m'arriver. Et je me suis rendu compte, avec d'ailleurs un peu de tristesse, il n'y a pas si longtemps que ça, que voilà, même ça ne m'inquiétait plus. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne chose, hein, mais la seule inquiétude que j'ai et qui est profonde, ce serait dans mon geste artistique de me répéter, de me déliter, de perdre quelque chose parce que de cette passion-là que j'ai, de cette façon de... J'aime le danger, j'ai toujours aimé le danger, et dans la création. Et donc, la seule inquiétude profonde que je pourrais être, ça serait que quelque chose de mon désir de vie, de mon désir de création puisse se tarir d'une manière ou d'une autre. J'imagine que pour un peintre, ou pour quelqu'un qui écrit, c'est tout d'un coup cette peur de ne plus savoir s'il est nécessaire d'écrire. C'est peut-être le seul endroit où peut-être il y a quelque chose qui est encore brûlant, parce que je dois dire qu'à ce moment-là, je ne saurais plus quoi faire de moi. Et qu'est-ce qui, en ce moment, serait dangereux pour toi sur ce plan-là, sur le plan de cet espace sur lequel nous nous trouvons? Qu'est-ce qui serait dangereux pour toi? À quel endroit se trouve à la fois et ton désir et ta frayeur? À quel endroit serais-tu Philippe Petit au moment où il va mettre le pied pour commencer à traverser l'espace qui le sépare de l'autre tour du World Trade Center lorsqu'il s'est lancé dans ce vide? À quel endroit? Comment t'appellerais ce fil? Comment t'appellerais ce vide comme artiste? Alors quand je suis acteur, je l'ai, cette peur-là. La peur du vide, je l'ai toujours. C'est-à-dire quasiment toujours. C'est-à-dire cette terreur-là de vous décevoir, de faire que quelque chose, je l'ai toujours. Celle-là, alors oui, peut-être là, il y a quelque chose mais qui est vraiment de l'ordre de la terreur. Après, l'espace qui est l'espace qui me manque, mais tu le sais, donc tu me pousses là à dire quelque chose, c'est l'écriture. Hein, c'est-à-dire ce qui me manque, c'est l'espace de porter l'écriture des autres. C'est quelque chose que je crois savoir bien faire maintenant, à la fois en tant que metteur en scène, en tant qu'acteur. Après, arriver, moi, à dire les choses avec mes propres mots, ça pourrait être la chose la plus terrifiante. D'ailleurs, je ne sais pas si je pourrais la surmonter. C'est une peur à la limite de l'insurmontable. Mais parce que je passe mon temps et je pense que ce qui a fait naître mon désir de théâtre, c'était de pouvoir transmettre, là, de se dire, tiens, voilà, il y a quelque chose là que je viens de lire et qui m'a tellement troublé, mis en danger, déplacé, qu'il faut absolument que je le partage. Hein. Le désir de théâtre, chez moi, il vient de là, à tout point de vue. Et quand j'ai rencontré l'écriture de Wajdi, par exemple, ce qu'il y avait, c'était aussi que j'étais face à une écriture qui était complètement neuve
pour moi, un type d'écriture que je ne connaissais absolument pas, qui me désarçonnait totalement et qui en même temps m'attirait comme vers un gouffre. Et d'ailleurs, le incendie que vous verrez peut-être, qu'on va présenter ici, c'était pour moi un spectacle pivot, parce qu'il me faisait me confronter à une forme de narration, à une forme d'écriture que je ne connaissais pas du tout. Donc j'essaye toujours d'être attiré par le plus difficile, je cherche toujours le plus difficile. Par exemple là, ici, en arrivant au TNS, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire de plus difficile pour commencer ? Faire un spectacle dont je ne suis pas le seul metteur en scène, commencer les répétitions sans savoir ce que l'auteur va écrire, lui dire écris un truc politique et puis en sachant pas du tout où il est. C'est-à-dire, j'ai essayé de me mettre dans la situation. Je pense toujours que c'est en se mettant dans les situations les plus dangereuses, en tant qu'artiste, qu'on arrive à faire quelque chose qui puisse avoir une âme, une étincelle. La pire chose, c'est de... On acquiert très vite un savoir-faire. Le savoir-faire, c'est quelque chose d'épouvantable. Demain, je peux faire au kilomètre des mises en scène, de jouer sur un plateau de théâtre. Voilà, je sais faire. Après, c'est comment est-ce qu'on arrive à mettre en danger le savoir-faire sans cesse pour pouvoir se retrouver face à des choses qui vous dépassent. Et je crois, c'est pour revenir à ce que je disais, qu'il n'y a rien de pire qu'un artiste qui fait quelque chose qu'il sait faire. C'est bête à dire, mais parce qu'à ce moment-là, il y a, on perd l'art même, puisque l'art même, me semble-t-il, c'est de créer quelque chose qui n'a jamais été créé avant et qui ne le sera jamais après. C'est-à-dire toutes les grandes révolutions de la peinture ou de la sculpture ou de quoi que ce soit, ou en art, qu'est-ce qui se passe? C'est que tout d'un coup, quelqu'un ose faire quelque chose qui non seulement n'a jamais été fait, mais qui sans doute va profondément déplaire, voilà, et que ce geste-là, c'est un geste insensé. Alors, ma prochaine question, elle va naître d'une lecture. Je vais te lire un passage. J'aimerais que tu me dises à la fois ce que tu penses de ce... Pas ce que tu penses, non. Mais ce que ce passage évoque pour toi, comment tu réagis à ce passage. Et puis, il y aura une question. Pardon. L'agonie de l'Europe. On le répète depuis des années, l'Europe est en décadence. Il n'est même plus nécessaire de le dire. Bien des gens qui le croient font allusion à la chose en termes voilés et avec un sourire ironique, comme s'il s'agissait d'un secret si galvaudé qu'il en devient élégant et miséricordieux d'essayer de le cacher, même si en agissant de la sorte on le divulgue d'une manière encore plus humiliante. Tout désastre permet à chacun de se manifester dans sa vérité crue. C'est le moyen de révélation le plus exact de tout ce que l'on connaît. Surtout pour les bas-fonds de la conscience qui, en temps normal, vivent dans l'ombre. Il en est de même pour le ressentiment. Face à l'effondrement de ce qui avait réussi à préserver son triomphe pendant des siècles, la rancœur accumulée se déchaîne, se révèle sans masque. C'est son heure. C'est l'heure de la satisfaction de toutes les impuissances. C'est aussi l'heure de tous les nouveaux venus, de ceux qui adorent le succès comme unique arbitre des choses divines et humaines. C'est au ressentiment qu'incombe la première partie de l'action destructrice, qui sera seulement consolidée par les armes. L'Europe, comme toute réalité historique victorieuse et resplendissante, a eu la vertu de produire des ennemis sournois, d'engendrer la rancœur dans les obscures cavernes où elle prospère. Aujourd'hui, cette rancœur se rassemble et s'étend avec un terrible élan négatif. Elle corrompt, elle détruit, elle efface,
Elle change le monde en espace vide et en désolation. Elle prive les yeux de la beauté des apparences et elle escamote astucieusement tout ce que le cœur peut aimer. L'analyse de ce cruel ressentiment qui se répand de façon effrayante est assez longue et elle exigerait un effort d'attention. C'est la première des purifications que devait réaliser l'homme moderne pour sortir de son labyrinthe. C'est la première étape de la libération nécessaire. Parce que ce qu'il y a de terrible dans la rancœur, c'est son essentielle apostasie, que l'on se retourne toujours aveuglement contre ce qui pourrait nous sauver. Alors ma question est la suivante. Alors c'est écrit en 1939 par Maria Zambrano, qui est une très grande philosophe espagnole. Que penses-tu de ton époque ? Et tu viens de faire un spectacle qui a eu volonté, en tout cas, de nommer des choses dans cette Europe-là. Tu as dit que rien ne t'inquiétait, sauf ta propre poésie en tant que metteur en scène, en tant qu'artiste. Elle t'inquiétait. Quel regard tu poses sur, d'ici, de Strasbourg, sur cette Europe, sur ce mouvement de haine qu'il y a de plus en plus, qui est très puissant contre l'Europe, contre les idées très anciennes qui ont fondé l'Europe et qui nous ont menés vers des catastrophes sans nom. Les plus grands philosophes, la plupart des plus grands philosophes étaient allemands, la plupart des plus grands compositeurs étaient allemands. On est de l'autre côté d'une catastrophe effroyable, cette Shoah. On est artiste. Il y a partout, on pousse pour rentrer en Europe. L'Europe ne sait pas quoi faire de ce qui pousse. Elle aimerait faire, mais on ne sait pas. Semble être égarée. Évidemment, je ne te demande surtout pas une lecture politique au sens où on l'entend, ce n'est pas du tout de ça dont il est question. Et il est peut-être probablement qu'il y a beaucoup de confusion, comme au cœur de chacun d'entre nous. On ne sait pas que dire, on ne sait pas quoi dire, on ne sait pas quoi faire. Que faire ? C'est le dernier essai de Jean-Luc Nancy. Que faire ? Alors, à l'intérieur de ça, comment tu te débrouilles ? Comment tu t'arranges ? Comment tu t'arranges avec cette situation collective innommable dans le sens où on n'arrive pas à la nommer ? Est-ce que tu la mets de côté et tu t'occupes de la poésie ? En tout cas, alors, forcément, le d'où on vient, tu le sais mieux que quiconque, implique beaucoup de choses. Encore une fois, je redis, il se trouve que je suis arrière-petit-fils d'esclaves. Donc, quand Dieudonné m'a invité, Nyanguna, à Brazzaville, on a été à Pointe-Noire, et il m'a emmené à l'endroit où mon ancêtre avait été emmené dans un bateau. Donc ce rapport, on va dire, au monde, à l'Europe, etc., forcément, d'où je parle, il est déjà il est assez orienté, puisque je sais pas comment dire, comment on dit ça, l'européocentrisme, ou quelque chose comme ça, je le connais pas intérieurement. Donc déjà, c'est quelque chose qui crée de la distance. Après, on a beaucoup discuté avec Falk Richter, avec qui on a composé le spectacle, et une des choses les plus terribles pour lui, et en même temps assez magnifiques, sur cette question de la confusion, c'était que pour Falk, depuis 10 ans, disons, Angela Merkel, c'est l'ennemi, c'est son ennemi. Et d'ailleurs, au début, dans le texte qui s'appelle « Je suis l'Europe » dans le spectacle, c'était écrit « Je suis l'Empire latin sous domination allemande, je suis Angela fucking Merkel ». Et pendant les répétitions, un jour, Falk dit « Je ne peux pas garder « Je suis Angela fucking Merkel », j'y arrive pas ».
Et il parle de ce trouble-là, de cette confusion-là, de son ennemi, Angela Merkel, depuis des années, comme ça, qui tout d'un coup, effectivement, ouvre cette porte, pour bonne, mauvaise raison, peu importe, mais en tout cas, ouvre cette porte à 1 million de réfugiés. Et c'est très beau, parce que Falk, il parle d'un endroit aussi, il parle de l'Allemagne, c'est-à-dire qu'en Allemagne, aujourd'hui, la résurgence des partis néo-nazis, nous, ici, on entend néo-nazis, ça nous vrille les oreilles, mais en Allemagne, évidemment, c'est quelque chose d'extrêmement... je ne sais pas comment dire, il n'y a même pas de mots. Donc, il parle de cet endroit-là. Après... je parlais de ça pour dire que le regard sur ce ressentiment ou cette rancœur ou la complexité, on va dire peut-être ça comme ça, la complexité du monde, la complexité de qui nous sommes, tu me demandes par exemple, je parle de moi, je la trouve magnifique, c'est-à-dire que ce qu'on porte en nous de beauté, ce qu'on porte en nous de barbarie aussi, je trouve qu'évidemment, c'est extraordinaire. Et qu'après, comment on fait, chacun, pour arriver à plus ou moins faire poser le curseur pour que la beauté l'emporte sur la barbarie. Et on voit à quel point, en même temps, c'est simple de basculer très vite exactement de l'autre côté. Cette fragilité-là de l'être humain, elle est évidemment... bouleversante pour quelqu'un qui, comme moi, qui aime en plus la littérature, les poètes, et les poètes ne font que parler de ça. Après, je dirais que alors, tu as écrit un livre, tu as fait parler les animaux, tu vois. C'est-à-dire que tu as donné la parole dans ce roman aux animaux. Ce rapport-là à l'ensemble du vivant, en tout cas, je dirais, je crois, qui peut éclairer un certain nombre de choses. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on n'est pas simplement sur ces rhétoriques un peu, enfin, qui, moi, peuvent m'effrayer un peu de... Ça y est, notre forteresse est envahie. Demain, il n'y aura plus, je ne sais pas quoi, notre peau ne sera plus blanche, elle va redevenir noire, etc. Bon, je crois en tout cas, mais alors quand tu parles là, quand tu démarres et quand tu lis ça, ça parle aussi beaucoup du désastre du monde. Je le vois, je le regarde, je travaille tant que je peux, moi, dans ma vie personnelle, proche, à penser des plaies, à consoler, ou je sais pas. Et en même temps, c'est ce que je disais sur la mort tout à l'heure. C'est-à-dire que on a tous des expériences différentes de ça, évidemment, mais c'est vrai que l'agonie, véritablement l'agonie d'un être proche, je trouve qu'elle raconte, moi je pense que c'est une expérience de vie les plus fortes pour moi, d'avoir assisté à des choses comme ça, l'être aimé qui disparaît devant vous et qui s'étiole petit à petit comme ça, qui disparaît littéralement comme ça, c'est une expérience tellement violente et tellement belle. Et moi, je crois que je regarde le monde à travers ça. C'est-à-dire que, oui, cette violence insensée, etc., et tout ça, mais c'est ce frottement, entre la vie et la mort qui, me semble-t-il, en plus, là je reviens, je me répète, mais nourrit aussi la force de l'art, quoi. Quand tu évoques là la violence, dans ce que tu viens de dire sur l'agonie de l'être aimé, de l'être cher que l'on voit disparaître, en t'écoutant parler, j'imagine une scène où la personne qui part, on va dire, pour le dire bêtement, de manière naturelle, de sa mort.
qu'en est-il lorsque, évidemment, voilà, je n'avais pas prévu de passer par là, mais qu'en est-il de toi lorsque cette mort-là apparaît de manière non naturelle? Voilà, des gens sont tués au bar d'un café, ils ont 23 ans, ils ont 19 ans, ils sont tués parce qu'ils sont à la terrasse d'un café. Comment est-ce que l'idée de consolation, elle peut apparaître? Est-ce qu'elle peut apparaître? Est-ce qu'elle doit apparaître? Est-ce que tu te dis, oui, je vais faire du théâtre, encore plus? Comment cette idée de consolation, l'idée tu dis, je peux consoler, comment est-ce que tu conjugues ces deux événements, comme si on devait conjuguer un verbe avec un pronom inexistant et tout à coup inventer une conjugaison nouvelle parce que c'est des choses impossibles mais qui doivent aller ensemble? Comment tu conjugues consolation et un événement pareil? Si tu peux, hein, si c'est faisable. Alors, je me souviens, comme dirait l'autre, que le premier geste que j'ai fait, alors là je vais parler de me consoler dans un premier temps, le premier geste que j'ai fait qui était un geste, comment, je sais pas, on dit ça, organique, charnel, après les attentats dits de Charlie, je me suis précipité dans une librairie. Chose qui m'a même échappé, c'est-à-dire comme d'autres pourraient se précipiter, je sais pas, dans une église, dans quelque chose, et j'ai acheté des livres, et je sentais que c'était tout d'un coup une manière de continuer quelque chose. Ça, c'est une première chose. Après, la question de la disparition, alors là, tu parles des terrasses de café, mais moi, mon adolescence, par exemple, c'est les années dites SIDA. C'est-à-dire, c'est ce que Jean-Luc Lagarce, l'écrivain, appelle nos guerres. Puisque ce que Jean-Luc Lagarce disait, c'était que c'est toute une génération de jeunes gens qui sont décimés comme une guerre, quoi. Donc, il parle dans ses textes, Jean-Luc, de guerre. Donc, je dirais que cette jeunesse fauchée, pour le coup, celle-ci, ma génération, je dirais, elle a cette violence-là, cette chose incompréhensible, elle l'a traversée. Après, je dirais qu'il y a plein de choses qui se mélangent, hein, évidemment, parce que là, tu parles du 13 novembre, et tout d'un coup, tu parlais de confusion. Le spectacle a failli s'appeler Confusion, Je suis Fassbinder, parce qu'on parlait beaucoup de ça. On ne savait pas comment... les trucs éternels, hein, en 1943, les résistants qui tuent des Allemands, ils sont appelés des terroristes, etc., etc. Enfin bon, les trucs qu'on connaît tous. Mais en tout cas, comment est-ce qu'on se débrouille quand on veut rester quelqu'un qui essaye de penser, qui essaye de regarder, etc., et que tout se mélange, et que quand même, on a envie d'aller écrabouiller des têtes, et que quand même, la vengeance arrive, et que, etc., toutes ces choses-là. Et du coup, je dirais que, en tant qu'homme de théâtre, je pense que on peut rien faire. J'ai jamais pensé que le théâtre pouvait changer le monde. Donc, par exemple, quand on fait Je suis Fassbinder, on le fait pas pour changer le monde, je pense pas. On le fait parce que, tout d'un coup, c'est un espace, le théâtre, qui est un espace, comme on est là, qui est un espace d'agora, qui est un espace où, tout d'un coup, on peut éventuellement faire que les gens sortent et aient envie de parler, et envie de prolonger la soirée, et envie de parler, simplement, que quelque chose comme ça agisse. Mais j'ai jamais cru à la force du théâtre en tant que modificateur de quoi que ce soit dans nos vies. Déjà, si tout d'un coup il permet de faire circuler la pensée, de faire circuler la parole, c'est déjà gigantesque, puisqu'il n'y a plus tant d'espace où c'est possible. Donc,
Voilà, je me Bien. suis égaré dans ta Non, question. non, pas du tout. Je dois juste regarder combien de temps il nous reste parce que là, c'est... Oh là là, ok, d'accord. Alors, bon... ok, comment je continue ça? Non, très bien. Alors, je vais lire un autre extrait. Je vais te demander une réponse courte. Et puis ensuite, on va prendre 3 questions. Toutes les vicissitudes de notre vie sont des matériaux dont nous pouvons faire ce que nous voulons. Tout est le premier nombre d'une série, tout est le début d'un roman infini. Aucun homme, aucune femme, ce n'est pas vrai, ne s'avance tout seul jusqu'au bord de son risque. Aucun, il n'ose pas. Aucun homme, aucune femme non plus, même parmi les plus audacieux, ne commence vraiment à penser sans être plus ou moins intimidé par ses pensées. Il a besoin d'appui. Il lui faut rencontrer des frères, retrouver des amis pour oser se risquer plus avant. Alors, que croyez-vous que soient les livres? Certains livres. Qui croyez-vous que soient leurs lecteurs? Certains lecteurs. On parle à tort et à travers des influences qu'a subies une personnalité en se formant ou un génie. Mais c'est tout le contraire. Ce sont des permissions que l'originalité s'en va chercher pour devenir ce qu'elle se sent déjà, le besoin d'être tout à fait, sans en avoir pourtant tout à fait le courage, ni les moyens peut-être. Aucune expérience n'a jamais pu rien apprendre à personne en ces domaines, mais toute expérience peut toujours servir à confirmer quelqu'un. Et plus tard, lorsque vraiment son être tout entier adhère à ce qu'il pense, et quand chaque pensée retentit pleinement sur son existence, le solitaire qui jette l'ancre, plonge sa nasse ou mouille ses filets dans des eaux inconnues, n'inaugure par là aucune sorte d'aventure. S'il ausculte la nuit, ses mains ne sont pas veuves. S'il interroge le silence, il n'est pas orphelin, car c'est toute une famille d'esprits qu'il a autour de lui, et depuis le début, et il se sait un peu partout sur l'immense étroitesse du temps qui les allie, des frères, des cousins, des amis et des maîtres. C'est pas mal, hein? Novalis. Mais ça, ce que je viens de lire, ce n'est pas Novalis, c'est l'introduction de Harm Elgern qui a traduit Novalis. Donc ça, c'est un texte d'Harm Elgern. Harm Elgern, c'est celui qui a fait la plus belle traduction de Moby Dick. La première phrase de Moby Dick commence par, en anglais, « Call me Ishmael ». Donc la plupart des traductions, c'est « Appelez-moi Ishmael ». Mais Harm Elgern, qui se creuse, c'est vraiment... Alors, il a traduit Novalis, il a traduit Hölderlin, mais il a traduit aussi Melville. Alors, Call me Ishmael, après mais des mois de travail, il bloquait sur cette phrase, il finit par trouver, et sa traduction est la suivante, « Appelons-moi Ishmael ». Et on voit comment, dans cette simple tournure, il y a toute une théâtralité, enfin, il y a toute une narration. Voilà, bref. Donc, je reviens à ce texte-là. Qu'est-ce qu'il évoque pour toi? Le tout début, attends, c'est le début. Non, le début, c'était... Ici, j'ai fait un saut. Toutes les vicissitudes de notre vie sont des matériaux dont nous pouvons faire ce que nous voulons. Aucun homme, ce n'est pas vrai, ne s'avance tout seul jusqu'au bord de son risque. Ce que ça m'évoque, c'est comment, alors c'est la réponse qui me vient, comment l'acteur s'avance sur le plateau, porteur de tous ses morts. Je pense que dans les programmes des théâtres,
vous savez, on met toujours la distribution, voilà, avec Valérie Dréville, machin, tout ça. On devrait citer tous les morts dont on se sert, nous, acteurs. La plupart du temps, sur un spectacle de théâtre, peut-être pas quand on joue Feydeau, je ne sais pas, mais où est-ce qu'on va chercher sur le plateau une forme de profondeur, un être là qui arrive à s'extraire du monde, on plonge dans les mémoires, on plonge dans les passés, et très très souvent, quand on parle avec les acteurs, on porte nos morts sur nos épaules. Ils sont avec nous sur les plateaux, presque physiquement. Ce soir, je ne sais pas pourquoi je parle tant de la mort ce soir, mais donc je vais aller au bout, puisque tu es un accoucheur et que c'est un exercice compliqué pour moi. Hein, c'est lui qui a voulu faire ça, j'en suis très heureux. Il se trouve, ça je peux le confier parce que c'est une tellement belle image pour moi, que quand j'ai répété en 2013 un spectacle qui s'appelle Par les villages de Peter Hand, qu'on a joué dans la cour du Palais des Papes, il se trouve que pendant les répétitions, les 2 mois de répétition, une des personnes les plus importantes de ma vie, qui avait été ma compagne et avec qui on a construit notre chemin de théâtre, était en train de mourir, et que le jour de la Générale, avant d'entrer sur le grand plateau de la cour du Palais des Papes, sa sœur m'a appelé pour me dire « ça y est, c'est fini, elle n'est pas morte, mais elle ne se réveillera plus », juste avant que j'entre en scène. Et il y a cette chose incroyable qui fait que je suis rentré en scène physiquement. On avait au conservatoire, on avait National Dramatique, on était ensemble, on avait joué une scène des Paravents, Saïd et Leïla de Jean Genet. Et dans cette scène, j'étais debout et la scène commençait, Valérie était derrière moi, je la mettais sur mes épaules et c'est une scène où Leïla et Saïd marchent dans le... Je sais plus où, ils marchent beaucoup. Et donc toute la scène, on la faisait comme ça avec elle sur mes épaules. Et ce soir-là, ce soir de la Générale, dans la cour du Palais des Papes, donc avant d'entrer sur le plateau, j'ai physiquement, je l'ai senti, je l'ai pris sur mes épaules, je suis rentré en scène sur la scène du Palais des Papes et j'ai joué avec tout ce chagrin et en même temps toute cette force, toute cette mémoire accumulée et quelque chose de la vie du théâtre pouvait continuer grâce à ça. Donc, ça serait ça le rebond par rapport à ce que tu disais, c'est comment, et encore une fois, c'est-à-dire comment, parfois sur un plateau de théâtre, il faut pleurer, parfois il faut lâcher, et on va au plus simple quand on est acteur, c'est-à-dire on va chercher les blessures, on les ouvre bien grandes pour pouvoir vous amener quelque chose. Dans Incendie de Wajdi Mouawad, je continue comme ça sur à la toute fin, Nawal écrit, dit ou écrit des lettres à ses enfants, et il se trouve que c'est ma propre mère qui joue ce personnage, et que je lui disais tout le temps en répétition, à un moment, ça ne va pas assez loin, la douleur ne va pas assez loin. Et je savais très bien qu'elle allait gratter sur ses propres blessures que je connaissais. Et donc il y a aussi toute cette chose qui est très belle de comment est-ce que l'acteur, il se fait pas mal d'ailleurs quand il fait ça, la plupart du temps. Il va chercher quelque chose dans sa propre douleur pour la partager et amener de la beauté ensuite. Donc voilà ce que ça m'évoque, ce geste de l'acteur qui, c'est pas un geste sacrificiel, c'est un geste de transmission qui passe par la porosité avec nos morts. Est-ce que vous avez envie de poser des questions à Stanislas ? Donc, il y a, je crois, des micros dans la salle. On va faire 3 questions. Donc, vous avez une responsabilité.
difficile. Après les questions que tu as posées, toi. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Stanislas, j'ai été surpris quand je vous ai entendu dire que pour vous, le théâtre ne changeait pas le monde. Parce que justement, avec tout ce que vous avez dit ce soir, précédemment, notamment sur le fait que ce qui vous motive quand vous faites du théâtre, c'est de transmettre quelque chose. C'est un sentiment qu'on connaît lorsque vous avez une œuvre qui vous touche, il y a quelque chose que vous voulez transmettre à autrui, notamment par le théâtre. Surtout dans vos pièces qui sont, en tout cas toutes celles de cette saison, très ancrées dans la réalité, en disant vos propres noms. Finalement, j'ai l'impression, en tout cas à titre personnel, quand on va voir ce genre de pièce, on sort différent de la personne qui est entrée dans le théâtre avant la pièce. Et finalement, le théâtre change les personnes, et le monde est composé des personnes qui le peuplent. Donc, j'ai eu vraiment l'impression que le théâtre changeait le monde de manière presque... C'était sous-entendu dans chacun de vos gestes théâtraux. C'est pour ça que je n'ai pas vraiment compris ce que vous entendiez lorsque vous disiez que le théâtre ne changeait pas le monde pour vous. Je comprends que vous n'ayez pas compris, parce qu'effectivement, il y a un paradoxe. Je crois que ce que je veux dire par là, c'est que finalement, on est à l'intérieur quand même de quelque chose. Là. Mon grand rêve, mais ça coûterait très cher, j'aimerais que, si vous voulez, à la fin des représentations, derrière vous et derrière nous, ça s'ouvre et que ce soit des baies vitrées et qu'on voit dehors, si vous voulez. Vous savez qu'il y a toujours il y a ça à Bussan, c'est formidable, à Bussan, ça s'ouvre sur la forêt, tout d'un coup, on est dans le réel. Ici, j'ai l'impression que, quand même, quoi qu'il arrive, bien sûr que vous avez raison, c'est-à-dire qu'il y a peut-être quelque chose de différent, mais le monde en lui-même, je ne pense pas que, peut-être j'ai tort, je ne pense pas que là, en faisant un acte artistique, je peux vraiment sauver quelqu'un. Je pense que dehors, dans le réel, je peux sauver quelqu'un, littéralement. En fait, ce que tu dis, c'est que ce qui change le monde, ce sont les lois. Est-ce qu'on peut dire ça ? C'est-à-dire que demain, on voterait, demain, une loi apparaîtrait pour dire qu'on rétablit la peine de mort. Ça change le monde. Quand la loi a été votée pour permettre aux femmes d'avoir accès à l'interruption de grossesse, ça a changé le monde. Donc est-ce que tu dirais que les lois, elles, changent le monde ? Contrairement au théâtre qui, lui, parfume le monde ? Oui. Oui, je dirais ça. Et je trouve ça beau que le théâtre, parce que, entendez-moi bien derrière, je trouve ça beau que le théâtre ne change pas le monde, parce que ce serait terrible. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, je trouve que ce qui est magnifique, c'est que le monde, on peut le changer dehors. Et ça, je trouve ça incroyable sur la force de l'être humain. Et que, ici, tu disais parfumé, oui. En tout cas, ici, ça... À mon sens, on peut déplacer des choses, ouvrir des espaces, mais pas physiquement changer quelque chose. Bien sûr que quelqu'un va être dans la salle et va se dire « Tiens, là, avec ce que j'ai vu, voilà, ça, j'ai envie de faire ça, de changer ça dans ma vie, etc. » Mais pour moi, ce n'est pas exactement changer le monde. Faire que les êtres sortent différents, oui. Mais quand je dis changer le monde, c'est encore plus fort peut-être que dans ce que je... C'est surtout que, comment dire, j'ai ce besoin aussi de me dire que ce n'est pas suffisant. Peut-être c'est ça aussi. Que oui, ici on peut faire avancer des choses, mais que ça ne doit surtout pas se substituer à ce qu'on peut faire dehors. Voilà, c'est quelque chose sur le dehors et le dedans, je dirais. Voilà, mais je comprends très très bien votre question. Mais pour moi, alors peut-être je vais aller un tout petit peu plus loin, c'est important pour moi de dire, quand je fais du théâtre, aussi formidable soit-il, aussi je ne sais pas quoi, ça ne change pas le monde. C'est important pour moi de le dire, pour ne pas me faire croire à moi-même que ce serait suffisant, et pour pas que les gens ici croient que ça peut être suffisant simplement d'être dans des théâtres et dans des lieux et de se dire que les choses avancent, parce que pour moi,
Voilà, ce serait quelque chose de ça. Mais pour moi, ce n'est pas restrictif non plus. Hein. Quand je dis le théâtre ne change pas le monde, ça ne dévalue rien. Hein. C'est une manière de donner encore plus de valeur à ce qui se passe dehors, parce que quand même, je fais du théâtre ici, c'est extraordinaire, mais c'est quand même dehors qui est important. Pour moi, bien sûr que la vie, elle est là aussi, mais moi, j'ai l'impression qu'elle est là d'abord dehors. Et qu'ici, on est quand même dans un endroit où l'artifice est malgré tout là, magnifique, mais qu'il ne faut jamais oublier qu'il est là. Enfin bon, ce serait quelque chose comme ça. Une deuxième question? Il y en a une ici. Ah, et la troisième ira au balcon. Nous avons une question ici. Bonsoir Stanislas, bonsoir Wajdi. Vous vous dites homme pas inquiet, mais l'inquiétude ne crée-t-elle pas la vie? Je vais m'expliquer. Quand on est sur un plateau, qu'on a peur de décevoir le public, et qu'à la fin de la représentation, on aperçoit le public ravi ou non, ou lorsqu'on se lève un matin et qu'on ne sait pas ce qui va se passer pendant la journée, qu'on s'inquiète, et qu'à la fin de la journée, on se rend compte que nos inquiétudes, finalement, ne se sont pas réalisées. Quand on a peur de perdre un être cher, par exemple, et qu'on se rend compte que cet être cher reste en vie, n'est-ce pas cela ce qui crée la vie? N'est-ce pas cela qui crée le théâtre, qui est vie? C'est tout. Alors après, elle est vaste aussi, hein, celle-là, la question. Par où je peux commencer? Déjà par le tonneau des Danaïdes, c'est-à-dire que venir tous les soirs sur le plateau de théâtre et avoir celle-là, en tout cas, la peur de décevoir et tout ça, c'est une chose qui se répète à tout jamais. En plus, quand on commence ces métiers-là et qu'on les aime, moi je discute avec des amis ma génération qui font d'autres métiers, qui me disent à un moment donné, je vais prendre ma retraite. Moi, je dis, mais moi, non, par exemple. Parce que quand on fait ces métiers-là, quand on a la chance de pouvoir les faire longtemps, on est comme Dalida, quoi. Le rêve, c'est de mourir sur scène. Donc, c'est d'aller jusqu'au bout du truc. Donc, quand je parle de tonneau des Danaïdes, c'est-à-dire que ce geste de venir sur le plateau de théâtre, d'avoir par exemple, là, sur Je suis Fassbinder, à la deuxième et à la troisième, le spectacle démarre, on est à une table, et je tourne le dos au public. Et habituellement, ça m'arrive jamais, je commence toujours comme ça. Et je suis terrifié de ce rapport-là, plus que d'habitude. Donc 2 soirs de suite, j'ai eu 2 trous de texte monumentaux, où dans ces cas-là, on est au-delà. C'est étrange d'ailleurs, les trous de texte sur un plateau de théâtre vous emmènent dans un endroit de... Vous n'êtes pas vous-même, parce que, voilà, vous parlez avec les mots d'un autre, le texte s'en va, vous n'avez pas vos propres mots, vous n'avez pas non plus les mots de celui que vous portez, donc vous êtes dans un espace de néant absolu et terrifiant. Enfin bref, voilà, ça c'était le... Donc, non, c'était pour rebondir sur votre question. Ce qui est beau, il me semble, c'est qu'on ne sait pas ce qui va arriver là. Je veux dire, vous disiez, on a la peur et puis après on a le public après, mais finalement, à aucun moment de nos vies, en tout cas moi j'aime vivre comme ça, je ne sais ce qui va m'arriver. Et je cultive ça, je pourrais dire. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui ne sait pas prévoir les choses, qui refuse de regarder plus loin que les 5 minutes qui viennent après, parce que ce qui me plaît, le plaisir de vivre, le goût de vivre, il vient de ça, de ne pas savoir ce qui va arriver là, juste après. Pour avoir cette inquiétude,
et pour être dans l'instant, c'est-à-dire que peut-être aussi que ça, c'est une des raisons pour lesquelles on fait du théâtre, c'est que quand on est là, la question de l'instant, du moment, parce que même si on rejoue la même chose tous les soirs, ça ne se ressemble jamais, et qu'il y a une sensation du présent et de l'immédiateté qui est incroyable, incroyable. J'imagine qu'on ressent ailleurs, mais ici on le ressent quand même d'une manière, je ne sais pas. Et donc voilà, donc peut-être je suis incapable de répondre correctement à la question parce qu'elle est belle et vaste, mais cette, en plus ce type d'inquiétude ne s'en va jamais parce que aux applaudissements par exemple, qui peuvent être tout d'un coup effectivement une forme de chose qui rassure et tout ça, quand on est véritablement inquiet, on n'y croit pas aux applaudissements. On se dit, il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi, de toute façon. Donc, c'est pas forcément, ça ne crée pas, ou dans ce que vous disiez, quand quelqu'un que vous aimez est en danger et puis qu'il ne l'est plus, vous avez quand même peur qu'il le reçoit immédiatement après. Donc, c'est-à-dire que ces questions-là du présent, finalement, enfin, moi, je les trouve fabuleuses, cet espace voilà, du vivant. Dernière question du balcon. Oui, c'est moi. Oui. J'espère que vous m'entendez. Très bien. Continuez comme ça. Ma question, c'est aux deux. En tant qu'écrivain, comédien, metteur en scène, quelle est la part du silence dans l'acte de créer, dans l'acte de cette guerre théâtrale, cette guerre d'écriture à te lire ou à je dis, à te voir jouer, on vous êtes constamment en guerre. Et quand je lis Anima, j'ai comme l'impression qu'il faut se taire et écouter les protagonistes, tous ces animaux. Et quand j'ai vu Clôture de l'amour, Clôture de l'amour, Clôture de l'amour, il faut écouter les protagonistes. Entre eux, ils s'écoutent. Vous avez parlé d'être allé acheter des livres après le 11 juin, après le 33 de Charlie Hebdo. Excusez-moi, votre voix est en train de diminuer. Il y a eu un silence en mouvement. Alors, je me dis, quelle est la part du silence? En tant que spectateur, pour voir le mouvement théâtral, il faut se taire en tout cas. Et quelle est la part du silence dans ce mystère de guerre théâtrale? Est-ce qu'elle sert à quelque chose? Je ne parle pas de l'inaction, de l'écoute. Est-ce qu'elle vous sert dans l'écriture, dans la création, dans le jeu? Moi, si vous voulez, je vais vous répondre par la bouche d'Anima, justement, en reprenant un peu cette métaphore de la chauve-souris, qui pour moi était une chose qui a été très très puissante lorsqu'elle m'est arrivée. Elle m'est arrivée tout simplement parce que je lisais, alors pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, je devais écrire un chapitre qui est raconté par une chauve-souris. Donc pour arriver à écrire ce chapitre, il fallait que je lise sur les chauves-souris. En lisant sur les chauves-souris, j'apprends entre autres que la chauve-souris, donc comme vous le savez pour la plupart d'entre vous, la chauve-souris fonctionne par écolocation. C'est-à-dire que vous la mettez là, et puis vous mettez un petit insecte, et vous mettez des fils de pêche partout, et puis elle va arriver à dévorer l'insecte tout simplement un peu sur le système d'un sonar, d'un radar. Elle lance un cri, elle entend l'écho de son cri, elle relance un cri, elle entend l'écho de son cri, et l'écho lui permet de reconfigurer l'espace autour d'elle. Une chauve-souris qui est en approche d'une proie peut lancer jusqu'à 150 cris par seconde. Donc, si on veut rendre aveugle une chauve-souris, ça ne sert à rien de lui crever les yeux. Si on veut la rendre aveugle, il y a deux manières. Soit on lui crève les tympans, soit on la muselle, on lui muselle la bouche. Parce que si elle ne peut plus crier, il n'y a plus d'écho retour, donc elle ne voit plus. Si elle ne peut plus entendre, il n'y a plus d'écho retour, donc elle ne peut plus voir.
En plus, lorsque la chauve-souris ouvre la bouche, vous savez que la chauve-souris est un mammifère. Ce n'est pas un oiseau, c'est un mammifère, elle accouche, comme nous. Ses ailes, ce ne sont pas des ailes, ce sont des bras palmés. Et elle a quelque chose que nous n'avons pas. C'est que quand elle ouvre la bouche pour crier, une fois qu'elle a ouvert la bouche, le haut de ses mâchoires inférieures, il y a un rajout osseux qui lui bouche les tympans. De telle sorte que, ouvrant la bouche, le cri est tellement puissant que si elle n'avait pas ce rajout-là, elle se crèverait les tympans. C'est assez magnifique. Maintenant, on pourrait dire que si une chauve-souris ne fait que crier, elle ne verrait rien. Si une chauve-souris ne fait que entendre, elle ne verrait rien. Ce qui permet à une chauve-souris de voir, c'est l'alternance entre son cri et son écoute. Si je fais une métaphore, et je me dis que ce que je cherche à atteindre, c'est la source des douleurs, de ma douleur. Si je veux la voir, je dois donc alterner cri et silence. Celui qui ne fait que hurler sa douleur ne pourra jamais la voir. Celui qui ne fera que chercher à l'écouter ne la verra jamais. Donc la seule façon de voir sa douleur, c'est d'alterner le cri, son propre cri, donc son propre chagrin, sa propre émotion, à une époque de silence pour entendre l'écho-retour de son émotion. Et l'alternance de ce collier de perles, entre cri et silence, finit peu à peu par dépeindre une image qui est cette source-là qu'on essaye de trouver. Donc pour rejoindre votre question, je crois que le silence s'inscrit à l'intérieur d'une rythmique. Il s'inscrit à l'intérieur d'une danse intérieure que nous cherchons tous, qui n'est pas la même. Chacun a son rythme, chacun a sa manière de rythmer son silence et son cri. Alors ça, je crois, cette image-là est peut-être la plus juste de ce que je pourrais dire lorsque je suis en train d'écrire une pièce. Je suis aussi dans cette alternance. Je cherche cette alternance entre le cri et l'écoute, voilà, pour essayer de faire en sorte que l'image apparaisse le plus aux yeux du spectateur. Je peux faire un très léger prolongement sur l'acteur. C'est-à-dire que de fait, moi, quand je parle sur un plateau de théâtre, je pars du silence. Il y a d'abord le silence, et puis la parole, elle crève le silence. Et donc, là aussi, il y a un effet de retour, finalement, de sa propre parole qui est lancée dans le silence. Et ça, c'est c'est physiquement très sensible sur un plateau de théâtre aussi. C'est-à-dire que il y a aussi tout bêtement, vous le sentez vous-même sur le début d'une représentation. En général, le début d'une représentation, avant que quelqu'un prenne la parole, il y a cet endroit-là où tout peut arriver. Et ça, sur le plateau de théâtre, quand on parle, en tout cas, moi, je pense que l'acteur qui est conscient de ça, ça l'emmène très loin de savoir qu'il parle dans le silence, à partir du silence. Donc, sur le plateau de théâtre, quand on joue, on est beaucoup à l'écoute du silence. Pas seulement du silence du spectateur, hein, aussi, bien sûr, on vous entend énormément ne rien dire ou être dans votre propre silence, éventuellement, mais il y a aussi véritablement une construction qui se fait à partir de là, à partir de cet espace qu'on crève par la parole. Et prendre la parole, de toute façon, on sait bien que c'est crever un silence assourdissant dans toutes les situations. Quand on prend véritablement la parole, quand il faut prendre la parole, c'est aussi pour crever un silence qui est insupportable. Voilà. Merci. Merci. Merci à vous. Qu'est-ce que tu me fais
sais pas faire. Je ne l'avais jamais fait. Ça. Non, c'est Comme beau. si, voilà. C'est un peu compliqué pour moi d'intervenir derrière ce beau moment. Comment intervenir après ces échanges très intimes? Eh ben, je vais vous parler un peu de moi pour vous parler des choses triviales dont je vais vous parler peut-être. Quand Stanislas m'a demandé de venir avec lui sur ce projet au TNS, il m'a dit au centre de mon travail et du travail que je veux que tu mènes à mes côtés, il y a... Il veut que je monte. Je il y a la question de la diversité sociale et culturelle sur les plateaux, dans les salles. Ce soir, je suis convaincu à nouveau, mais j'y étais aussi très sensible samedi dernier avec Dieudonné Nianguna, sur quelle richesse, quelle intelligence nous apporte la question de la diversité, nous apporte les échanges entre les diversités et nous amène de l'humanité en plus à chaque fois. Vos deux diversités ce soir nous remplissent d'une autre humanité. Donc, merci, ça, très fortement merci. Et ça me convainc de la justesse de ce projet politique, dans le sens des idées, que Stan veut qu'on porte ici. Il parle de combat, on est vraiment sur un combat, on est vraiment sur une guerre sur ces questions-là. Comment faire en sorte qu'aujourd'hui, notre société composée, je vous le dis, moi, vous avez le droit de me croire, ou de pas me croire, mais je pourrais vous apporter les preuves demain, par contre, que 30% de notre société est composée, notre société française est composée d'une diversité d'origine, de territoire, et qu'aujourd'hui, à tous les endroits de la représentation sociale, culturelle, intellectuelle, elle n'existe pas. Comment faire demain pour que le vivre ensemble existe si on ne reconnaît pas cette diversité à tous nos endroits de vie? Et pour ce qui concerne Stan et son projet, et donc moi, sur nos plateaux et dans nos salles demain. Alors le combat, il est engagé, on l'attaque sur plein de fronts, la programmation, la formation, l'école, des ateliers qui mènent des actions positives, pour ne pas dire discrimination, actions positives pour changer la donne. Et on a un premier rendez-vous, je vous y convoque, je vous y invite, public, dimanche prochain, qui questionne de façon un petit peu polémique cette question en disant quota, discrimination positive, quels outils demain pour changer la donne dans nos théâtres, sur nos plateaux et dans nos salles. Donc je vous donne rendez-vous dimanche pour ce rendez-vous qui fait partie d'un de nos premiers combats dans ce théâtre. Et puis vous dire aussi, parce que la belle collaboration avec l'université se poursuit, une des preuves, elle est là ce soir, elle se poursuit avec d'autres débats, d'autres réflexions philosophiques, d'autres questionnements sur le jeu de l'acteur aussi, avec un projet qui s'appelle Faire le Gilles, qui est un projet porté par Robert Contarella, qui rejoue les grandes conférences de Gilles Deleuze dans des cours publics. Donc tout ça a lieu à la fin du mois, je crois que c'est le 29, 30, 31 à l'université, puis ailleurs dans la ville ensuite. Mais voilà, c'était les deux messages un peu triviaux que je voulais vous faire passer après cette très belle soirée. À quelle heure la discrimination? Discrimination, le débat, c'est à 18h en salle Gignoux, dimanche prochain. Merci. Merci.